Rappel où j'apprends ici aux intervenants comme au public la façon dont nous procédons. Dans un premier temps, pendant 1 heure environ, j'anime au besoin la discussion avec nos invités avant que vous dans la salle ne soyez invités à intervenir pour les interroger directement dans la dernière demi-heure de notre rencontre. Notre débat devant s'achever impérativement quelques minutes avant 20 heures pour que les personnels du Grand Palais puissent rentrer chez eux parce qu'ils en auront assez de travailler justement. En tout cas, ce moment avec le public, il permet souvent de nous dire « mais vous avez oublié cette question essentielle pour notre débat, vous n'avez pas parlé de ci, vous n'avez pas parlé de ça ». Les questions sont faites pour cela. Évidemment, il y en a beaucoup sur un intitulé pareil ce soir, les cinglés du travail. Alors cinglés, ça pourrait laisser entendre que le sujet va être un peu drôle, je ne crois pas. Les cinglés du travail, ivresse ou malaise. Je vais avoir bien sûr de nombreuses questions à poser à nos invités. Je précise, et je leur précise aussi déjà que j'ai bien sûr des questions pour vous, mais si vous avez envie de réagir aux propos de tel ou tel à cette auguste assemblée, vous pouvez bien sûr prendre la parole très librement. Il faut que la parole puisse circuler ici. Je vais présenter pour leur première prise de parole les 4 intervenants qui ont bien voulu répondre à notre invitation. On les remercie déjà. Je fais une présentation rapide pour l'instant. À côté de moi, Danielle Linhart, qui est sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, également enseignante à Paris-Ouest Nanterre. À ses côtés, c'est Alexandre Jost, qui est fondateur de la Fabrique Spinoza. Il va nous dire aussi ce que c'est. À ses côtés, Marie-France Irigoyen, auteure notamment aux presses universitaires de France d'un que sais-je sur le harcèlement moral au travail. Et à l'autre extrémité de cette estrade, c'est Jean-Claude Delgene, qui est fondateur et directeur général du groupe Technologia. Je vais développer bien sûr ces présentations. On a déjà compris que nos intervenants ce soir ont des approches évidemment différentes sur notre thématique. C'est bien ça qui doit enrichir notre débat. Alors je m'étais dit que cette fois, je n'avais peut-être pas besoin de préparer à fond ce débat, étant très concerné personnellement par ce sujet. Alors évidemment, j'ai passé des heures, vous pensez bien, lisant beaucoup, pas mal d'articles, quelques livres aussi. Et je me suis inquiété toujours davantage sur mon sort. En sortant de cette salle, chaque lundi, je fais de la radio pour assurer mon direct à 21h. Bref, je me sentais concerné par l'intitulé. Et plus encore quand j'ai lu les questions posées dans l'invitation par les organisatrices de ce débat, qui évoquent la question de l'accro au travail. Est-il simplement celui qui ne compte pas ses heures, reste connecté à son portable et son ordinateur, qui ramène du travail à la maison et en vacances? Je me suis reconnu. Quelle différence fait-on entre gros travailleurs et bourreaux de travail? Ça m'intéresse évidemment. Souci de reconnaissance, organisation du travail et dépendance au travail sont-ils liés? Voilà, aïe, ça se précise. L'hyperactivité professionnelle aboutit-elle nécessairement à un syndrome d'épuisement professionnel? Je le crains. L'addiction au travail existe-t-elle? Je le crains aussi, mais on verra qu'elle peut être de nature quand même assez diverse. Bref, beaucoup de questions de pistes, en tout cas de questionnement. Mais après avoir lu cette invitation, je me suis intéressé au choix des invités ce soir, qui m'a amené à reconsidérer ces pistes, parce qu'il va être surtout question, je pense, de souffrance dans le monde du travail, mais aussi de bonheur. On y viendra évidemment, Alexandre Jost, mais voilà, dans ces 2 pôles-là, une souffrance davantage liée à la façon dont sont traités les travailleurs que liée au travail peut-être lui-même. Cela étant, cette évolution managériale a conduit nombre d'employés à devenir en effet de gros travailleurs, très gros travailleurs, d'être dans une hyperactivité qui peut conduire à des situations extrêmes. On va en parler. Alors, premier tour de table, en commençant par ma voisine, Danielle Linhart, je dis sociologue, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire GTM CRESPAS, qui veut dire laboratoire genre travail mobilité, au sein du Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Les acronymes, c'est bien, mais c'est quand même mieux de savoir de quoi on parle. Danielle Linhart, je l'ai dit, également enseignante à Paris-Ouest Nanterre, elle est notamment auteur ou co-auteur de différents livres qui nous concernent particulièrement ce soir, comme Perte d'emploi, perte de soi, Travailler sans les autres, Pourquoi travaillons-nous? Ce dernier, une approche sociologique de la subjectivité au travail. C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, on va en reparler. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet avec vous, j'ai lu que vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes encore, membre de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom.
Alors par ce biais, peut-être on peut entrer dans un des aspects de notre débat, la façon dont le monde du travail a évolué depuis plusieurs années, notamment dans ce virage commercial du service public. Quel impact vous notez, vous, à grands traits, peut-être pour commencer, sur les salariés concernant ce virage? Ça va être allumé. Ah bon. Je crois qu'un des problèmes fondamentaux, c'est qu'à l'heure actuelle, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une sorte de bataille identitaire. C'est-à-dire que le management est en train d'asseoir des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles finalités du travail, notamment dans le secteur public. Et il y a un processus qui est à l'œuvre actuellement qui consiste à transformer la subjectivité des salariés, à les faire renoncer en quelque sorte aux valeurs qu'ils avaient élaborées en harmonie avec une vision du service public républicain tel qu'il prévalait durant les 30 Glorieuses, et de les faire renoncer donc à leurs valeurs pour imposer des valeurs qui correspondent à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire des entreprises qui subissent un virage commercial, qui transforment leur finalité, leur procédure de travail. Et donc, je crois que ce à quoi on assiste, et qui est peut-être la source de pas mal de souffrances, c'est une sorte de déstabilisation subjective des salariés, de telle sorte à ce qu'ils se sentent relativement dans des situations inconfortables, et qu'ils soient dans un désarroi, par des méthodes sur lesquelles je peux en venir, mais qu'ils soient dans une sorte de désarroi, privés de leur expérience professionnelle, privés des règles de leur métier, et donc qu'ils soient obligés de se raccrocher aux procédures, aux standards, aux méthodes que le management souhaite imposer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fragilisation systématique des salariés, parce que le management est convaincu que si les salariés maîtrisent cognitivement, subjectivement leur travail, ils vont n'en faire qu'à leur tête, ils vont continuer à vouloir imposer leurs propres valeurs au travail. Donc la nécessité de en quelque sorte les fragiliser, les rendre plus vulnérables, pour qu'ils rendent les armes et changent de valeur et s'ajustent aux exigences d'un monde du travail qui effectivement est en train de se transformer et de transformer leur métier et leur travail. Oui, mais dit comme cela, Daniel Linhart, on entend bien que cette très grande malléabilité qu'on souhaite, elle aboutit quand même à un affaiblissement forcément de l'individu, parce que parmi les méthodes, et on en reparlera sans doute, mais quand même un mot là-dessus, de façon régulière, il y a des évaluations, il y a des objectifs à tenir qui sont bien souvent très loin de la réalité possible du travail lui-même, ce qui conduit évidemment à fragiliser encore plus les salariés. Alors la fragilisation, elle puise à cette source-là d'évaluation permanente, c'est-à-dire qu'on leur fixe des objectifs à ces salariés et à chaque fois on essaye de voir à quel point ils sont éloignés des objectifs, combien il faut qu'ils rament encore pour s'en rapprocher. Donc ça, effectivement, les évaluations permanentes, c'est une des ressources, on pourrait dire, managériales pour tétaniser en quelque sorte les salariés. Mais il y en a une autre qui est aussi très efficace et qu'on peut qualifier de changement perpétuel. D'ailleurs, c'est ce qui a été analysé par l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom. C'est cette politique qui consiste à restructurer en permanence, à recomposer les métiers, à changer les logiciels, à fusionner les services, à transformer les départements, à instaurer des mobilités systématiques, à déménager géographiquement, de telle sorte à ce que les salariés perdent leurs repères et soient obligés, une fois de plus, de s'insérer dans le chenal qu'on souhaite qu'ils utilisent, un chenal fait de procédures, une fois de plus de process, de bonnes pratiques, sur lesquelles on les évalue en permanence. Donc il y a une convergence. Alors effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que déstabiliser à ce point-là, des salariés ne les rend pas peu productifs, hein, ou en tout cas insuffisamment productifs. Alors, ce à quoi on assiste, et là ça a à voir, à mon avis, complètement avec le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est que les salariés parviennent malgré tout, en s'épuisant complètement au travail, en étant obsédés par la volonté de se retrouver quand même dans leur travail, de parvenir à atteindre les objectifs qu'on leur fixe, tout en maintenant des valeurs auxquelles ils tiennent. Donc les gens s'épuisent en permanence. Alors là, on peut parler de burn-out. On va en parler, oui. Oui, on peut parler de burn-out. Mais si vous voulez, ils sont obsédés par leur travail. Et du coup, ils font ce qu'on leur donne, mais à un coût énorme, qui est les médicaments, l'addiction. Il y a eu un colloque très intéressant d'addictologie et travail il y a 15 jours, où on débattait de la cocaïne qui était consommée sous les yeux de tout le monde, dans les bureaux de cadre, et d'autres médicaments qui sont pris, de l'alcool aussi qui est utilisé. Et les gens tiennent, alors ils tiennent parce qu'ils s'obsèdent, parce qu'ils sont obsédés par la volonté d'y arriver, parce qu'ils prennent aussi des médocs, des substances
psychoactives, comme on dit, mais les gens tiennent. Et je crois qu'il y a une sorte de stratégie managériale qui est de considérer qu'on est dans une phase de transition, parce que ce sont essentiellement les cinquantenaires, les gens qui ont enfin, plus de 40, 50 ans, 60 ans, qui sont a priori des rebelles à ces nouvelles méthodes de travail, et donc qu'il faut un peu forcer. Et il y a cette idée qu'avec les jeunes, ça se passera mieux. Alors, je poursuis tout naturellement sur mon tour de table avec Marie-Françoise Egoyen. En rappelant que vous êtes psychiatre, psychanalyste, victimologue, chercheur associé à l'Université Paris 5, chargé de cours en victimologie et en éthique et organisation. Vous êtes expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Parmi vos ouvrages, on peut signaler, pour ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien. C'est un livre qui était sorti en 98 dans sa première édition. Il y a eu ensuite d'autres livres sur ce thème, notamment Malaise dans le travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux, et puis un que sais-je sur le harcèlement moral paru au PUF en tout début d'année. Peut-être pour commencer, est-ce que vous attendiez un pareil succès pour ce premier livre en 1998? Parce qu'il faut dire que vraiment il a connu une carrière internationale très impressionnante. J'imagine que ce succès dit quelque chose sur nos sociétés. Oui, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à aborder ce sujet des souffrances au travail par le biais du harcèlement. Ce qui me paraissait essentiel, c'est que, au fond, c'est venu d'un psychiatre qui travaillait dans son cabinet. C'est pas venu des spécialistes du travail, et en particulier, c'est pas venu des syndicats. C'est-à-dire que ce changement du monde du travail, est apparu par le biais de la souffrance des personnes, qui l'annonçaient en catimini chez un psy, parce que ça dépassait les bornes. Alors, à partir de là, ça a ouvert la porte à une prise en considération des autres souffrances au travail, de tous les risques psychosociaux. Alors, le harcèlement, c'est la partie la plus spectaculaire des risques psychosociaux. Il y a aussi le stress, le burn-out, les conflits, la violence en général sur les lieux de travail. Il est incontestable qu'il y a eu un changement du monde du travail que vient de décrire Daniel Linhart tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Une mobilisation permanente, une mobilité permanente, des restructurations, des changements, des évaluations, des process, etc. Moi, ce que je vois, par contre, je ne suis pas d'accord avec elle quand elle parle de cette volonté de vouloir faire rendre les armes aux salariés. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je crois que ce n'est pas une volonté délibérée de faire craquer les gens, parce que ce n'est pas logique. Si on veut que les gens soient performants, il faudrait qu'ils soient bien. Ça paraît évident, le bien-être pourrait permettre de la performance. Mais en fait, il y a une espèce de dérégulation qui fait que le système s'emballe et que, comme on ne sait pas trop comment faire pour que les gens fonctionnent toujours plus et toujours mieux et produisent de plus en plus, eh bien, on les formate. On leur retire toute leur individualité, on leur retire aussi toute leur créativité, puisqu'on en fait des robots, on voudrait en faire des robots qui ne tombent jamais malades, etc. Et c'est exactement le contraire. Parce que plus on essaie de les mettre dans des process avec des choses complètement standardisées, et plus ils vont mal. Et je crois que ça explique aussi comment s'est mis en place le harcèlement. Comment se met en place le harcèlement. On a des personnes qui fournissent toujours plus, toujours plus performants, et qui, avec ce système qui est fait de messages ambigus, de communication paradoxale, de pression permanente, ces personnes sont en quelque sorte mises sous emprise et n'arrivent plus à distinguer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, et finissent par eux-mêmes accepter de plus en plus et mettre aussi de plus en plus la pression aux autres. Et donc le système s'auto-entretient comme ça, et quand on est sous emprise, quand on est complètement conditionné,
eh bien, on peut devenir victime il suffit d'avoir quelqu'un qui en profite, on va dire, ou bien on peut soi-même dépasser les bornes et devenir harceleur. Alors, il y a différents modèles de harcèlement, et je ne pense pas que tout ça se soit délibéré. Ce n'est pas une volonté d'être méchant et de détruire l'autre. C'est un système qui s'emballe et qui n'est pas logique. Alors, il faut aussi quand même, quand on parle de tous ces systèmes, on parle des grandes entreprises ou du secteur public. Il faut savoir qu'en France, la majorité des gens travaillent dans des petites et moyennes entreprises et que singulièrement, là, les gens, ils sont un peu plus heureux. Et je vois de plus en plus de très jeunes ou de plus vieux, ceux qui sont déjà, qui n'ont plus d'illusions sur le monde du travail, qui choisissent de travailler à leur compte ou de gagner un peu moins, de faire quelque chose qui ait du sens. Parce que finalement, ce qui pose problème, c'est que cette façon de travailler a de moins en moins de sens. On sait, par exemple, je pense à quelqu'un que j'ai vu aujourd'hui, qui travaille dans une banque, et un informaticien, et il est sur un projet dont ils savent que ça ne mène à rien. Et pourtant, il le continue parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dedans. Et lui, eh bien, ça le rend malade. Ça le rend malade parce qu'il aime son travail. Parce que la caractéristique de ces personnes dont je parle, c'est qu'ils adorent leur travail. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Enfin, on va essayer de savoir où est-ce qu'il y a du sens, effectivement, là-dedans, parce que aimer ce travail-là, c'est peut-être la façon de s'en sortir, mais ça, on va en parler ensemble. J'aurais déjà beaucoup de questions à vous poser, mais je reviendrai vers vous dans un instant. Je continue avec Jean-Claude Delgenne, qui est donc fondateur et directeur général du groupe Technologia. Avant cela, il faut dire que vous êtes économiste de formation, diplômé d'HEC, d'un 3e cycle sur l'innovation et l'organisation du travail, que vous avez été chargé de mission au ministère de l'Industrie, que vous avez donc fondé en 89 Technologia, donc un cabinet spécialisé en évaluation et prévention de risques professionnels, qui a conduit des missions ces dernières années à France Télécom, notamment au technocentre de Renault, suite à ce qu'on appelait les crises suicidaires. C'est un sujet sur lequel on va revenir, bien sûr. Vous avez milité pour la création d'un observatoire des suicides en avril 2011. C'est une proposition qui avait été relayée par l'appel des 44 et qui a abouti à la création de cet observatoire en septembre 2013. Et puis, vous militez depuis un certain temps déjà pour la reconnaissance du burn-out. On va garder ce mot anglais, pardon, pour l'instant, comme maladie professionnelle. Là, il y a un appel qui a à nouveau été lancé en janvier dernier. On en est à combien de signatures aujourd'hui? Près de 6 000. Près de 6 000 signatures. Ceux qui veulent aller signer peuvent aller signer sur Appel Burnout. Voilà, Appel Burnout, absolument, appel-burnout.fr. Et puis vous intervenez aussi à Dauphine dans le cadre du Master Management, Travail et Développement Social. Pour vous, le constat, c'est celui d'une aggravation d'un manque de prise en charge, de prise en considération de cette pression exercée sur les travailleurs. Et puis on en parlait tout à l'heure, on les renvoie à des objectifs qu'ils ne peuvent pas tenir, donc on leur dit évidemment qu'ils sont des incapables. La création de l'Observatoire des suicides, c'est pour vous une avancée importante aujourd'hui, par exemple? Peut-être avant de répondre à cette question-là, bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'on pourra bien échanger. Je voulais simplement bien préciser que ce débat que nous avons là, il est aujourd'hui omniprésent dans pratiquement tous les pays occidentaux avec l'économie évoluée. Je vous ai amené par exemple ici le journal Frankfurt Zeitung qui fait un gros dossier sur le burn-out en Allemagne. Et les chiffres en Allemagne sont d'ailleurs plus alarmants qu'en France. Alors, peut-être un point d'histoire, je pense que c'est important, pour compléter un peu ce qu'a dit Daniel. Je crois qu'il faut resituer dans quelle période on est, d'où on vient et où on va. Alors, en clair, il y a eu une profonde césure tournant des années 89-91. La chute du mur de Berlin, l'écroulement du système soviétique laisse la place, je dirais, en fait, au néolibéralisme, à l'école de ce qu'on appelle l'école de Chicago, qui considère que l'entreprise est un actif à part entière, un pur actif financier. Donc, à partir de là, la notion de l'entreprise va changer et on va, à partir de là, tout simplement, faire en sorte d'essayer d'optimiser la rentabilité à court terme de l'entreprise. C'est fondamental ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des instruments pour faire en sorte que, tout simplement, chaque salarié soit le plus rentable possible, que chaque salarié soit à lui seul un centre de profit. Voilà. Donc, se mettre en place
ce qui a été très bien rappelé tout de suite, ce qu'on appelle une DPO, la délégation par objectif. On part je dirais, du profit que l'on veut faire, on met en place une délégation par objectif, et à partir de là, ça se désagrège à chaque niveau, et jusqu'en bas, et chacun doit rendre des comptes par des évaluations, je dirais, régulières. C'est en gros le système qui est en train aujourd'hui de migrer, hein, Daniel l'a très bien expliqué, du secteur, je dirais, privé, hein, puisqu'il a fait ses preuves, il est très rentable, jusqu'au secteur public. Alors, aujourd'hui, ce système a pris toute son importance. Pourquoi? Parce qu'il s'est combiné avec l'émergence des nouvelles technologies. Encore une fois, les nouvelles technologies, elles sont récentes d'utilisation. 71, c'est le premier protocole Internet, c'est la première imprimante laser. 71, c'est le premier micro-ordinateur. Vous voyez, il faudra attendre 94 pour avoir les capteurs et les connecteurs, mais à partir de 94-95, l'information circule dans le monde entier. Donc d'un côté, vous avez au niveau micro la recherche, je dirais, du Graal de la productivité à tout va, et de l'autre côté, vous avez les instruments pour mettre en concurrence les salariés, puisque quand vous bougez, je dirais, les investissements financiers, vous pouvez les bouger sur la place entière, sur la terre entière en cherchant les écarts, sauf que si le capital se circule, les salariés restent, eux, attachés au territoire. Et donc, vont se mettre en place d'énormes tensions, avec y compris, par exemple, l'arrivée de l'euro. Moi, je suis pour l'euro. Sauf que, à partir du moment où vous avez toutes les usines qui sont évaluées, par exemple en Europe, vous avez 7 centres de production en Europe, vous savez quelle est la productivité moyenne de chaque entreprise, vous pouvez rationaliser, vous pouvez fermer les entreprises qui ne sont pas suffisamment performantes. Ça, c'est le contexte général. Dans ce contexte général, je terminerai là-dessus, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, je dirais, une dérive vers une intensification du travail. Et on assiste, comme l'a expliqué très bien Daniel, à des pathologies de la surcharge. Dopage, moi je me suis occupé de l'affaire Kerviel par exemple, quand j'ai analysé les 1600 réponses que m'ont faites les traders des salles de marché, on a vu effectivement qu'il y avait quand même des questions à se poser sur l'utilisation, je dirais, de certaines substances. Vous voyez, bon, donc concrètement, on voit bien que des pathologies de la surcharge, le dopage, comment dire, l'engagement excessif conduisent l'individu au travail à abandonner ce que j'appelle le travail sain. Qu'est-ce que c'est que le travail sain? J'aurais dû peut-être commencer par ça. Le travail sain, c'est celui qui permet à l'individu, bien sûr, de se réaliser. Le travail est très important pour nous tous. C'est ce qui nous permet de nous créer au quotidien avec les autres, de nous donner une identité professionnelle. C'est ce qui nous permet d'exister avec les autres. Mais parfois, le travail peut être maltraitant. Donc, pour qu'il soit sain, il faut respecter quelques conditions. La première condition du travail sain, c'est le fait que le travail doit être proportionné aux capacités de l'individu. Première chose. Deuxième chose, que le travailleur puisse être soutenu dans son activité. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un peu contradictoire avec ce qui a été dit sur la division du travail, rien de grand ne se fait seul, c'est très rare. Donc tout est combinaison. Donc il doit y avoir du soutien de l'échange. La troisième chose, je terminerai là-dessus, le fait est que le travail sain est celui qui donne reconnaissance. Chacun cherche la reconnaissance. Et enfin, le travail sain, c'est celui qui permet quand même de se créer, de faire preuve de créativité et d'innovation. Quand ces conditions-là sont réunies, le salarié peut être heureux au travail. Sauf qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on le met, les dérives, les restructurations permanentes, et on le voit dans le monde de la presse, on travaille beaucoup dans le monde de la presse aujourd'hui, font que de plus en plus les gens sont dans un travail subi. Ils ne peuvent plus se réaliser, s'épanouir comme ils le devraient. Bon, si vous devancez toutes mes questions, je ne risque pas le burn-out, mais une certaine confusion dans le débat. Donc c'est bien d'avancer, on parlera des solutions, peut-être, enfin des solutions, des pistes de réflexion plus largement, tous ensemble dans un instant, mais comme j'ai l'esprit de contradiction, je vous redonne un peu plus la parole, Jean-Claude Delgenne, pour prendre un exemple, oui. Et pour revenir à ma question. Oui. À l'Observatoire des suicides. Non, non, pas du tout. Pardon, j'ai pas répondu. Pas du tout, c'est pas là-dessus, donc on y reviendra plus tard, tant pis. Non, la question du secteur privé et le secteur privé, bon, mais la question de la dérive sur le secteur public, vous preniez l'exemple dans un entretien, je ne sais plus dans quel journal, des infirmières, et là on touche quand même à des choses extrêmement graves pour tout le monde, sur le temps passé par infirmière pour un malade. Vous pouvez donner quelques chiffres?
Oui, on voit bien qu'encore une fois, par exemple, dans les activités de soins, dans les activités de soins, on a une telle pression qui pèse sur les soignants que le temps dévolu se limite simplement à l'acte mécanique de soins. Or, on sait que, en fait, soigner, c'est aussi entendre, écouter, faire preuve d'empathie, réconforter, accompagner, etc. Et si vous supprimez toute cette dimension humaine, à la limite, l'acte de soin peut devenir oppressant pour la personne qui reçoit le soin. Vous voyez ? Donc, les chiffres sont assez aberrants, puisque globalement, on a divisé par à peu près 2, un peu moins de 2, je dirais, le temps consacré. Alors, dans les maisons de retraite, par exemple, c'est devenu très dur. Pourquoi ? Parce que les aides-soignantes ont de moins en moins le temps, par exemple, de faire une toilette, je dirais, humaine, je ne sais pas le mot là, mais disons respectueux un peu de l'éthique, et parfois, donc, certaines personnes âgées sont laissées dans des situations inconfortables. Alors, je vous parle de ça, pourquoi ? Parce qu'on sera tous amenés un jour, peut-être, à être dans ces conditions-là, et donc il faut peut-être y réfléchir, même y compris par égoïsme. D'accord. Alors, on finit ce premier long tour de table avec Alexandre Jost pour parler de bonheur, enfin, de bonheur possible. Ces micros sont tous ouverts. C'est bonheur possible dans le monde du travail. Alexandre Jost, qui est centralien, diplômé de Berkeley en génie industriel, qui a été consultant en stratégie chez Mars & Co. pendant plusieurs années. Vous avez occupé des fonctions de direction dans le groupe SOS, un groupe d'associations médico-sociales, d'entreprises sociales. En 2011, vous avez donc créé la Fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen, c'est un beau slogan. Vous avez été membre de la commission présidentielle dite Attali 2 sur l'économie positive. Peut-être première question qui s'impose pour donner un peu les partis pris, objectifs, moyens d'action de la Fabrique Spinoza. Oui, avec plaisir. Écoutez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là avec vous. J'ai failli ne pas venir parce que, pour la petite anecdote, Daniel Linhart est le nom de l'ancienne DRH de mon entreprise où j'ai fait un burn-out. Et donc, j'ai regardé quand même si c'était la même personne. En fait, non. Vous êtes une autre personne. Vous n'êtes pas la même Daniel Linhart. On salue donc l'autre, hein, bien sûr. On salue l'autre ce soir. La Fabrique Spinoza a un club de réflexion, un think tank, sur le bonheur citoyen. Qu'est-ce que nous sommes dit ? Nous nous sommes dit que le sujet du bonheur citoyen, méritait d'être mis au devant de la scène, et cela de manière explicite. Ça nous semble un sujet important à tous, voire une aspiration pour notre existence, mais le pas reste à franchir pour le mettre sur le devant de la scène politique, économique. Et donc on s'est constitué en think tank et on rassemble des chercheurs, on interagit avec les universités, les entreprises et vous, mesdames et messieurs les citoyens, pour bâtir nos réflexions en vue d'un monde meilleur. Alors, en regardant un peu longuement d'ailleurs le site internet de la Fabrique Spinoza, vous n'avez pas peur, Alexandre Jost, de présenter le bonheur comme un outil de performance. Est-ce que le bonheur peut être instrumentalisé ? Ça, c'est pas sympathique comme question. Comme ça, on est dans comme première question. J'essaie d'aller plus vite parce qu'il est déjà 7 heures. On va directement aux vraies questions, c'est bah, ça ? Oui, d'accord, ok. Eh bien, effectivement, quand on écoute le débat autour de la table, on peut être surpris en se disant, mais dans quelle mesure est-on véritablement convaincu qu'il y a un intérêt pour les entreprises à aller sur le chemin du bien-être au travail ? Et là-dessus, nous, on a une réponse qu'on veut un petit peu poétique en disant, il y a 3 manières de voir l'entreprise, le médecin, le juge et le philosophe. Le médecin, c'est on se dit, oh là là, l'entreprise va mal, ou comme dans la maison de retraite, 8 minutes pour la douche d'une personne âgée dépendante. Donc c'est court, donc l'entreprise va mal, on soigne rapidement pour éviter le pire, on met des filets aux premiers étages des sous-traitants d'Apple en Chine, comme ça s'ils sautent, eh ben, c'est pas grave, il y a des filets, tout va bien. Deuxième optique de l'entreprise, eh bien c'est le juge. Donc cette fois-ci on se dit on va légiférer, on va trouver un moyen qu'une obligation se pose à l'entreprise de bien traiter ses collaborateurs. Et cette obligation, elle peut être externe via la réglementation, ou elle peut être interne, c'est-à-dire, je me dis moralement, c'est important dans mon entreprise, dans mon équipe, que les gens aillent bien. Mais ça reste une obligation externe à soi-même, ou externe à sa psyché, en fait. Et puis, le troisième moyen de voir les choses, c'est se dire, on a voulu l'appeler joliment le philosophe, il se dit, ah, le bien-être au travail, il est bon pour les collaborateurs,
il est bon pour moi aussi en tant qu'organisation. Et on pense que c'est une voie d'avenir. Et là-dessus, on a une conviction à la Fabrique Spinoza, c'est qu'on a besoin, on ne peut pas convaincre les gens, ça c'est certain. Mais les gens qui ont déjà une sensibilité à cette vision des choses, on peut la renforcer et la rendre suffisamment forte pour passer à l'action. Donc on accumule de la science, de la connaissance, pour démontrer la robustesse de ce lien entre bien-être et performance. On va chercher dans la neuroscience. On établit que les gens qui sont stressés, se réfugient dans leur cerveau reptilien, qui rétrécissent leurs capacités cognitives, qu'au lieu d'avoir leur sang dans la tête, ils l'ont dans le bas du corps, et donc ils sont prêts à courir, ce qui n'est pas forcément utile si on a un job de bureau, enfin, sauf si vraiment on est harcelé sévèrement, effectivement. On va voir Barbara Fredrickson dans la psychologie positive qui nous montre que, inversement, si on est habité par des affects positifs, alors on a accès à la créativité, à la coopération, à une capacité intellectuelle décuplée. Et puis on dézoome progressivement, on passe de l'intérieur de l'individu à l'individu dans son environnement de travail, et là on voit qu'il est meilleur. Il est meilleur parce qu'il va faire preuve d'entraide avec ses collaborateurs, dans des organisations qui ont besoin d'agir sous la forme projet, management par projet, avoir deux petits camarades qui s'entraînent naturellement sans avoir besoin de passer par l'organigramme, c'est commode. Ils sont plus créatifs, ils prennent plus d'initiatives, ils sont plus engagés, ils travaillent plus, donc ça marche. Et on le voit au niveau micro, les entreprises qui sont plus responsables socialement, ça sont des recherches de Margolis et Walsh, eh bien, semblent être plus performantes financièrement. Et alors, est-ce que c'est immoral? J'ai pas posé cette question. C'est la vraie question. La vraie question, non. Là-dessus, pour faire une réponse franche, on se dit que cet angle, il est un petit peu dangereux, mais qu'on a quand même besoin d'aller chercher des arguments qui parlent aux gens en fonction de leur niveau d'évolution de conscience. Et quand on dit ça, on ne se prend pas pour Jésus, on se dit simplement, ni pour Bouddha plutôt, ou éveillé, on se dit simplement, en face de soi, prenons en compte les contraintes des individus. Il y a des managers, des leaders qui sont éclairés. On parle de leadership positif, on parle de leadership spirituel, il y a beaucoup de très jolis termes qui circulent. Mais mettons-nous dans les baskets, dans les chaussures d'un chef d'entreprise, homme ou femme, qui a besoin de faire en sorte que son entreprise tourne. Donc on développe des arguments qui vont dans ce sens-là, au risque peut-être d'alimenter un système qui s'emballe. On est très conscient de ça, mais on a d'abord envie de toucher 70% des managers qui se préoccupent des résultats économiques de leur organisation. Et puis, et je termine juste là-dessus, on pense que le bien-être au travail, c'est un sujet qui, lorsque l'on met le doigt dedans, fonctionne comme un engrenage, et si on passe dans du pink washing, du happy washing, du social washing, qu'on essaie de laver le cerveau des gens avec cette idée de bien-être, et bien malgré tout, les transformations à l'œuvre dans l'entreprise liées à ce sujet seront suffisamment profondes pour qu'elles changent complètement la manière de fonctionner l'entreprise. Et que donc finalement, certes, il y ait une plus grande performance économique, mais qu'en même temps, on se retrouve avec une entreprise qui a complètement changé. Alors, ce propos précis me renvoie en fait au titre, ivresse. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ivresse aussi dans cet enchaînement que vous venez de dénoncer? Ivresse ou malaise, d'ailleurs, pour moi, l'ivresse, c'est quand même une forme de malaise, mais enfin, ça, on ne va peut-être pas disserter absolument là-dessus. Et revenir à cette question-là, sur la surcharge de travail subie ou la surcharge de travail voulue. Vous évoquiez, Marie-France Rigoyen, tout à l'heure, on souhaiterait que les travailleurs soient comme des robots, qu'ils ne soient jamais malades, mais à l'inverse de l'absentéisme, on observe maintenant cette notion de présentéisme qui fait que les gens viennent au travail même malades, donc effectivement, ils sont presque les robots que l'on veut, sauf que quand ils viennent malades, ils sont moins productifs, tout ça n'a pas de sens, disait-vous tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut différencier, et puis vous avez aussi dans ce livre qui s'appelle « Les nouvelles solitudes », parlé de cette surcharge de travail. Pour vous, c'est aussi une façon de masquer un mal-être intérieur. Comment est-ce qu'on distingue pour vous une surcharge de travail voulue ou subie? Oui, alors le passage n'est pas évident. Je pense que la vraie difficulté, c'est qu'il y a, je parlais tout à l'heure d'un conditionnement qui est fait, venez vous épanouir chez nous, on est une entreprise top comme ça, et avec des belles paroles, on arrive à amener les personnes à s'investir et à s'hyper-investir.
Alors on fait des belles promesses et on a envie d'y croire. Alors je crois qu'il faut aussi remettre ce contexte professionnel dont parlait très bien Jean-Claude tout à l'heure. C'est un contexte où le monde du travail a effectivement changé, mais les personnes ont changé aussi. C'est-à-dire que notre société nous a changé. Très clairement, les pathologies que je rencontrais quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, c'est plus les mêmes que ce qu'on voit maintenant. Actuellement, les personnes qui viennent nous voir dans le registre de la performance. Il faut savoir que quand mon premier livre sur le harcèlement moral est sorti en 98, il y a eu 3 livres qui sont sortis. Le livre de Christophe Dejour, Souffrance en France, et aussi le livre de Alain Ehrenberg, La fatigue d'être soi, qui montrait que, au fond, on n'est plus tellement face à des névrosés, mais on est face à des personnes maintenant de plus en plus. Les pathologies que l'on va rencontrer sont des pathologies de dépression et d'insuffisance. Et les personnes qui viennent nous voir par exemple en disant « Écoutez docteur, j'ai mes évaluations dans peu de temps, alors donnez-moi quelque chose, donnez-moi un peu de Prozac, de je ne sais quoi, pour que je sois performant. » Mais ces mêmes personnes vont avoir aussi des soucis dans leur famille et dans leur couple. Ils vont dire « Docteur, donnez-moi un peu de Viagra ou de Cialis, parce que à la maison, ma femme fait un peu la tête, alors il faudrait que je sois un peu performant là aussi. » Et on est dans un monde de performance. Il n'y a qu'à voir la façon dont on fait travailler les enfants actuellement. Il faut que les enfants aient des bons résultats scolaires, mais le mercredi, on leur fait faire des tas d'activités. Et ce monde de performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans le monde du travail où il faut fournir toujours plus, être le meilleur, mais il y a aussi dans la vie privée. Et les personnes en demandent. Alors si dans la vie privée c'est un peu difficile, on va surinvestir le monde du travail et on va essayer de s'épanouir et d'obtenir de la reconnaissance de la part en étant très bon professionnellement, on va avoir un bon retour. Alors, ça marche tant qu'il y a du retour. Alors, dans les entreprises, il y a les hauts potentiels qui sont chouchoutés, et tant qu'ils sont des hauts potentiels. Alors, ces gens-là, nous les psys, on ne les voit pas facilement, parce qu'on peut les voir le lundi matin très tôt, ou le vendredi soir très tard, parce que le reste du temps, ils sont entre 2 avions, ou ils sont en réunion tout le temps. Et nous, on est obligés, nous aussi, d'être dans la surcharge de travail, parce que nous consultons jusqu'à 8h, 8h30, 9h, 10h même, parce que c'est le seul moyen de les voir. Et alors donc c'est un système qui marche bien, c'est valorisant, c'est gratifiant, jusqu'au moment où ça déraille. Alors je prends un exemple, une personne que je vois, elle travaille dans un registre, dans un service de ressources humaines d'un groupe, et puis le groupe a pris de l'envergure, il y a eu une fusion, puis une autre fusion, et au fur et à mesure, elle a de plus en plus de responsabilités. Alors, je précise, elle a aussi des enfants, et elle habite assez loin, en région parisienne c'est souvent, elle a beaucoup de transport, et tant qu'elle a du retour, c'est bien. Sauf que l'entreprise a pris tellement d'ampleur qu'on lui a mis quelqu'un entre elle et son N+1. Et du coup, elle qui était au comité de direction, elle n'y est plus. Elle se retrouve à faire des tâches moins gratifiantes, et puis il se trouve que celui qu'on lui a mis en tant que nouveau N+1, il commence à lui mettre la pression, à vouloir vérifier tout ce qu'elle fait, à ne pas la considérer, et voyez comment ça dérape. Et là, elle est en train de craquer. Elle est en train de craquer. Alors elle craquait, moi je dirais qu'elle était en espèce de burn-out chronique avant, mais là, maintenant, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance, ça devient de la souffrance. Et c'est là-dessus qu'effectivement se produit cette bascule. Daniel Linard, cette bascule, mais je vois que vous prenez tellement de notes que vous avez peut-être envie de réagir plutôt que je vous pose une question par rapport à ce que vous venez d'entendre. Mais c'était cette question-là, à partir de quand on distingue quelqu'un qui travaille beaucoup de quelqu'un qui travaille trop? Voilà, avec le micro, pardon. Ce sera mieux. Oui, je crois. Non, mais cette notion de travailler trop, elle est très ambiguë parce que c'est comment on ressent
la qualité du travail, la qualité de son travail, qui est très très important. Parce que si on travaille beaucoup et qu'on a le sentiment de faire des choses inintéressantes, qu'on pourrait faire mieux, on est très fatigué. Moi, avec des collègues, on a fait une enquête sur qu'est-ce que c'est qu'une pénibilité pour les salariés. Alors, on a demandé dans différents domaines, les cheminots, les professeurs, les ingénieurs, etc., etc. Et les gens nous disaient, vous savez, ce qui est pénible, c'est pas ce qui fatigue. Parce que la fatigue, ça peut faire plaisir, même si on a beaucoup d'heures, même si on travaille beaucoup, on sait pourquoi, on sait à quoi ça sert, et on sait que ça fait partie des règles du métier. Par exemple, les cheminots nous disaient, bon, bah, ça dure longtemps, on dort loin de chez nous, on a des horaires atypiques, les postiers disaient la même chose, mais on savait, ça fait partie du métier, et puis ça a une raison. On voit l'utilité de travailler la nuit, on voit l'utilité, etc., etc. Mais il disait, une pénibilité, en gros, c'est quand il y a quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous oblige à travailler beaucoup, et dont on ne voit pas la raison. Dont on a l'impression que c'est une décision arbitraire, que c'est quelque chose qui nous est imposé pour nous mettre en concurrence avec le voisin, ou parce que le chef ne sait pas bien s'y prendre, ou pas. Voilà, alors là, on est dans l'ordre de la pénibilité. Donc, travailler beaucoup, ça peut être quelque chose d'assez euphorisant, agréable, sans être complètement submergent. Mais on peut être très vite fatigué, avoir l'impression de travailler beaucoup, si on a l'impression que ça n'est pas... L'exemple que vous donniez de ce cadre qui avait le sentiment qu'il travaillait pour un projet qui n'était plus d'actualité. Moi, je l'ai vu à France Télécom, c'est une manager qui m'avait dit qu'on avait mis 2 services en concurrence pour travailler sur le même projet. Et voilà. Pardon, 2 projets en concurrence pour travailler sur le même projet. Donc, ils savaient... une équipe savait que ce qu'elle faisait ne servirait à rien. Enfin, ça ne savait pas laquelle. Les deux posaient la question de savoir s'il y aurait un débouché. Alors, donc, c'est ce sentiment d'être mis à contribution pour des raisons auxquelles ils n'adhèrent pas. Alors là, c'est quelque chose qui donne une impression de grande fatigue. Moi, je pense, en vous écoutant, on disait qu'Agnelli, le PDG de Fiat, il se faisait attacher à son siège pour travailler le plus longtemps, enfin 11 heures ou 12 heures. On disait, oui, non, enfin, moi j'avais lu ça, je ne sais plus dans quel livre, mais alors on peut se dire, c'était crevant, mais quelle fierté il avait, parce qu'il savait que son entreprise prospérait, il savait pourquoi il travaillait, etc. etc. Donc il faut... je voudrais juste, si j'ai la parole, dire un petit mot par rapport à ce que dit Marie-France Irigoyen. Je ne dis pas que les patrons sont des méchants, mais vraiment, je ne pense pas une seule seconde. J'ai beaucoup travaillé avec des managers, j'ai même été à des séminaires de managers, etc. Je pense qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas d'autre alternative que celle de transformer leurs salariés. Et moi, j'ai entendu, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, un manager me dire, dans les années 90, il me disait, moi, mon boulot, madame, c'est de produire de l'amnésie. Il faut que les gens oublient qui ils étaient avant, comment ils travaillaient, sur quelle base, parce que nous abordons une ère nouvelle et qu'il nous faut des nouveaux salariés capables de comprendre. C'est pour ça qu'il mise sur les jeunes énormément. Oui, enfin, ça, c'est du cynisme. Hein. Non, si. Mais non, mais ça veut dire qu'il y a quand même une part de conscience qu'il faut abîmer les gens pour obtenir, retirer leur mémoire. Mais l'idée, il faut aider les gens à passer le cap. Écoutez, malgré eux, c'est ça qui pose problème, parce qu'au fond, moi ce qui me frappe de mes patients, c'est qu'en général, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment travailler et ils ont envie de s'investir. Le problème, c'est qu'on les empêche finalement, on les empêche de bien travailler. Et voilà, c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ont... Non. Ce que je veux dire, c'est que le système qui n'a pas de sens, parce que finalement, formater tout le monde, c'est, me semble-t-il, retirer un peu leur âme aux personnes qui, par ailleurs, ont envie. Faut pas croire, la plupart des gens sont pas des flemmards. Ça existe, il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Et par contre, si on leur donne quelque chose qui leur donne envie de s'épanouir, et là, on fait le contraire. On les empêche de s'épanouir. Je vais juste répondre à ça. Non, j'aimerais bien parce que... C'est une intervention juste après. D'abord, Daniel répond juste à ça. Alexandre juste ensuite, et j'ai beaucoup de questions encore à poser. Oui, non, mais il y a vraiment cette idée que les managers sont convaincus
que s'ils s'en remettent aux salariés, actuellement, hein, les 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils vont n'en faire qu'à leur tête. Et vous savez que le management français est convaincu qu'il a les salariés les moins adaptés à la mondialisation. Et ce qui n'est pas faux, et je finis là-dessus, les enquêtes européennes montrent qu'il y a un rapport particulier des Français à leur travail qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, et ça a été notamment analysé par Philippe Diribarne à travers la logique de l'honneur. Les Français mettent leur honneur dans le travail. Donc mais du point de vue des managers, ils trouvent que c'est très bien qu'ils mettent leur honneur, mais dans le cadre des rails qui correspondent aux méthodes voulues. Or, l'honneur français les conduit, notamment dans le service public, à faire selon leur vision de ce qui est un vrai service public. Et donc là, il y a une bataille à mener du point de vue managérial. Alexandre Jost. Moi, je crois que dans cette idée de différence entre ivresse ou malaise, là, à mot couvert, on n'a pas eu de différentes facettes du bien-être. Dans la science, on parle de bien-être hédonique, qui sont les affects, on parle de bien-être cognitif, c'est est-ce que j'atteins mes objectifs, et on parle de bien-être eudémonique, d'aspiration, est-ce que j'ai du sens dans mon travail. Et l'épuisement, il peut venir du fait d'avoir du sens, du fait de lutter pour atteindre ses objectifs et de les atteindre ou pas, mais je pense, et on le pense au sein de Fabrique César, de ne pas avoir suffisamment d'épanouissement, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment de bien-être hédonique. Et quand on parle d'épanouissement au travail, cet enjeu de joie, c'est un mot qu'on n'ose pas prononcer, mais il est fondamental. Est-ce qu'on va faire un burn-out au travail si on arrive à avoir plus d'affects positifs que d'affects négatifs dans son travail? Et en fait, ce mot, il paraît un peu éthéré, mais finalement, il est fondamental. Et ça n'est pas pour rien que les relations humaines sont parmi les premiers vecteurs de bien-être au travail, parce qu'elles jouent sur ce sujet-là, que des altruismes mettent en place, des chartes de convivialité, des moyens pour que les collaborateurs réapprennent à se sourire les uns aux autres, autant de choses qui paraissent éthérées, mais qui permettent à des individus de tenir, parce qu'il y a un peu de joie au travail, et peut-être qu'il faut le Prozac à la maison et le Viagra au travail, finalement. Non, mais juste, heureusement qu'il y a le burn-out. Parce que c'est une alerte et un symptôme qui ne va pas dans le travail. Et alors si on essaye, avec des méthodes de bien-être, des RH bienfaisantes, de méditation, de massage, etc., de donner au sentiment aux gens qui peuvent faire le vide et aller mieux, on retire cette alerte fondamentale qu'est le burn-out et qui nous dit qu'est-ce qui ne va pas et ce que ça ne va pas dans le travail. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais y aller. Je suis pas d'accord. Enfin, merci. Je ne suis pas d'accord parce que le burn-out, c'est déjà quand le stress est dépassé. Je pense que Jean-Claude ne me dirait pas le contraire. J'allais y venir. C'est quand le stress est dépassé et quand là, la personne est déjà malade, démotivée et il lui faut déjà un arrêt de travail suffisamment long. Alors, ce que vous venez de dire, Alexandre, je crois, ce que vous venez de dire me paraît intéressant, mais moi je ne crois pas qu'on puisse mettre de la convivialité comme ça, de façon artificielle. Ce que je crois, c'est par contre, si on laisse aux personnes une plus grande marge, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des rencontres se font au travail. Les conjoints se trouvent statistiquement, on rencontre son conjoint statistiquement actuellement le plus souvent au travail. C'est quand même que là, il se passe des choses importantes. Les liens de camarades de travail aussi, c'est important. Mais je ne crois pas qu'on puisse le mettre de façon complètement artificielle. Alors, en ce qui concerne le burn-out, moi, je pense que le burn-out, c'est une alerte qui arrive beaucoup trop tard. Et qu'on devrait justement réagir avant pour s'occuper un peu plus de sa santé. Et tout ce que l'on met un peu trop, genre massage et tous ces trucs-là que l'on fait maintenant, journée du sourire et tout ça, moi je crois que ça ne fait que masquer, essayer de faire en sorte que la limite des personnes soit déplacée et que les personnes supportent encore plus de pression et de mal-être. Et donc je pense qu'il faudrait au contraire amener les personnes à être beaucoup plus critiques et à être beaucoup plus vigilants sur leurs limites et savoir à quel moment c'est trop. Alors,
études cliniques et organisationnelles permettant de définir et de quantifier le burn-out, en ligne sur le site Technologia. C'est une étude de février 2014, dans laquelle notamment d'ailleurs on distingue le travail excessif, le travail compulsif, les deux. Enfin, donc j'invite les gens présents ce soir à aller voir les résultats de cette étude, pour voir, Jean-Claude Delgen, qu'effectivement, beaucoup de gens, 12,6% des répondants estiment que leur rapport au travail est excessif et compulsif. Ça fait beaucoup. On estime de 7 à 10% de la population active comme étant à haut risque de burn-out. Ça veut dire 3 millions de personnes quand même, ce qui n'est pas rien. Ici, alors le burn-out qui peut aller jusqu'au pire, métro, boulot, au tombeau, disait Daniel Dinart dans une formule il y a quelque temps dans une interview. On connaît le karoshi au Japon. Il y a eu un stagiaire à la City à Londres il y a quelques mois aussi qui est mort d'épuisement. Comment alors, oui, prévenir, être attentif? Quels sont les signaux, les symptômes qui peuvent ce qu'il faut comprendre, prévenir, pour répondre à votre question, c'est que d'un côté, vous avez ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire des gens qui travaillent démesurément. Il faut dire les choses comme elles sont. Et si on prenait d'ailleurs l'étude qui a été présentée en 2004 par Jacques Beaune, le président de la Fédération française de cardiologie, on verrait que, y compris le stress, le surstress au travail, j'appelle ça comme ça peut être contestable, mais bon, on n'est pas entre spécialistes. Disons que le surstress au travail est la 3e source de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, etc. Alors, quand on parle, par exemple, de burn-out, ou de syndrome d'épuisement professionnel, plus exactement, il faut bien comprendre qu'à côté se situent toutes ces pathologies. Mais avant d'avancer là-dessus, je voudrais répondre, parce que je pense qu'il y a une escroquerie un peu intellectuelle qui s'est passée, et je ne veux pas la laisser passer. Dire qu'aujourd'hui, le système où on aurait des entreprises, des dirigeants d'entreprises qui seraient intéressés par encourager le bonheur au travail et que ça serait très rentable pour l'entreprise, pour moi, c'est un peu une imposture. Je le dis tout à fait sincèrement. Pourquoi? Parce que, effectivement, je ne dis pas que les employeurs, j'en suis d'ailleurs, puisque moi j'ai dans mon groupe 150 salariés, ne sont pas des humains, des citoyens parmi d'autres, et ils ne sont pas pétris de volonté de voir leurs salariés s'épanouir. Ce n'est pas la question, ce n'est pas une question morale. C'est une question de système, tout simplement. Aujourd'hui, l'entreprise se nourrit du surengagement des salariés. L'entreprise, la France, tout simplement, pourquoi il y a 3 millions, on n'a pas parlé de grande absence, et des chômeurs aujourd'hui. 3 millions de chômeurs dans notre pays. Pas eu le temps, je comptais bien en parler. Voilà. Non, j'anticipe un peu, mais on ne peut pas comprendre les phénomènes du travail et de l'érosion de la valeur travail si on ne discute pas, y compris de l'emploi. Aujourd'hui, Daniel Linhart l'expliquerait mieux que moi, les gens qui sont en poste ont ce qu'on appelle une précarité virtuelle intégrée. Vous voyez, quand vous êtes chômeur, pendant 2 ans, vous retrouvez un job, vous mettez le turbo sans arrêt. Vous n'avez plus de limite, si ce n'est celle de votre propre corps. Vous êtes accompagné d'un cadre qui, comme vous, vient de perdre son emploi. Vous faites attention, vous travaillez plus que double. Pourquoi? Parce qu'il y a les loyers à payer, il y a les enfants à envoyer à l'école, etc. Vous voyez, donc vous avez des contraintes, il faut tenir. Vous voyez, donc la réalité vraie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans notre pays une France en sous-effectif, pratiquement dans beaucoup d'endroits. En sous-effectif, pourquoi? Parce que la gestion financière, l'exigence de rentabilité court après les effectifs, érode les effectifs. Vous avez aujourd'hui dans toutes les organisations, c'est comment j'en dégage. Les grands groupes aujourd'hui, y compris dans le déclin français que nous connaissons sur le plan industriel, c'est comment je m'organise pour fermer les centres en France, pour les transférer ailleurs. Et c'est réel. Alors heureusement, il reste les PME, et tout à fait raison avec Marie-France, ils sont là, il y a de l'activité, etc. Mais les grands arbres aujourd'hui essayent de faire en sorte de limiter leur exposition au risque français en transférant leur activité. Donc, la réalité, elle est là, c'est comment s'organise l'activité. L'activité, elle est aujourd'hui supportée par une frange de plus en plus réduite des salariés, et de plus en plus une autre frange est mise sur le côté. Voilà, tout simplement. Donc,
c'est un vrai sujet de société. Voilà. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui l'exposition de plus de 3 millions de personnes. Mais vous voyez, l'article allemand dit la même chose, avec des chiffres plus importants encore, parce que là-bas, on a généralisé des petits boulots, etc. Mais je n'ai pas le temps d'y rentrer. Voilà. Alors maintenant, sur la question du syndrome d'épuisement professionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, en fait, c'est un processus, c'est pas blanc ou noir, c'est pas travail trop ou travail pas assez. Quand on travaille avec passion, on supporte plus de contraintes déjà. Bon, premièrement, moi je travaille 70 heures par semaine, 80 heures parfois, je me connais, je sais quand je suis dans le rouge, je sais me reposer, etc. Bon, on peut travailler beaucoup et avec passion, et en fait se réaliser par le travail. Le problème, c'est que quand, vous voyez, par exemple, dans notre étude, on a montré qu'il y avait une grande différence entre les chefs d'entreprise qui sont exposés, ou les exploitants, commerçants, etc., au syndrome d'épuisement professionnel, et les cadres. Pourquoi? Parce que d'un côté, les chefs d'entreprise ont une reconnaissance, peuvent se remobiliser, ont des avantages liés à leur statut, ont, comme dirait notre ami, du bonheur au travail, quelque part, alors que les cadres en ont de moins en moins, ce que disait Marie-France tout à l'heure, de reconnaissance. Et quand la reconnaissance, quand il y a une distorsion importante entre l'effort donné, la contribution, je dirais, donnée, et puis ce qu'on reçoit en retour, quand ça lâche, et là on peut être en danger. Alors, les 4 phases, et puis après je laisse la parole, les 4 phases de l'engagement qui peut conduire au syndrome d'épuisement professionnel. La première phase, c'est, je dirais, globalement, une phase de l'idéalisation. C'est-à-dire que la personne s'investit, donne tout ce qu'elle a, il n'y a pas vraiment de problème, globalement elle supporte les effets négatifs du travail, elle se réalise. La deuxième phase, c'est celle du surengagement. Là, on commence à avoir des signaux qui clignotent. C'est-à-dire que la personne va subir la toute-puissance du travail, permise aussi par les nouvelles technologies qui transfèrent le travail et qui érodent la vie privée, la vie sociale. Donc la toute-puissance du travail. Ça, c'est la seconde phase. La troisième phase, c'est pour faire face à tous les engagements, la personne fonctionne en mode frénétique, en mode robot. Elle se met en mode robot. Et l'activité frénétique empêche, y compris, de mobiliser des émotions positives. Et quand, dans cette phase-là, il y a, y compris, une rupture de la reconnaissance, c'est-à-dire que le soutien et le management n'est plus présent, là, la personne peut aller à la 4e phase. Et la 4e phase, c'est l'effondrement, c'est-à-dire que la personne se retrouve un jour, vraiment, s'étant enflammée démesurément, elle se trouve complètement consumée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien, elle ne peut plus... Alors, il y a je peux donner des tas d'exemples, mais elle ne peut plus bouger. Il y a des gens qui vont à leur boulot, qui ne peuvent pas sortir de leur voiture, des gens qui vont à leur travail, qui se retrouvent à 700 km, des gens qui, en fait, se trouvent paralysés. Enfin, il y a plein de choses. Marie-France pourrait vous donner plus d'exemples encore. Donc, on a ces 4 phases. Il faut éviter d'aller à la 4e, voire à la 3e phase. Pourquoi? Parce que la santé est en jeu. On sait que le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, est un facteur prédictif de suicide. Bon nombre de personnes, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous raconter des histoires là-dessus, qui sont en fait arrivées à l'ultime engagement, rencontrent une difficulté, sont confrontées à une difficulté, ne parviennent pas à la surmonter et sont victimes d'un abus suicidaire. Et donc vont effectivement commettre l'irréparable. Combien? Alors, la question pour moi, au-delà du constat, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour, en fait, juguler cette toute-puissance du travail, cette toute-puissance de la recherche de performance? Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit par Marie-France, c'est pas simplement dans la sphère, je dirais, du travail, c'est aussi à l'école, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour juguler ça? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'escroquerie qui a été présentée tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le système, il est extrêmement rentable aujourd'hui. Vous avez eu, je donne 2 chiffres, vous avez eu 2 chiffres. En 2007, on a constaté, chiffre à l'appui, 14 400 à peu près maladies psychiques principalement liées au travail. 14 000. En 2010, le système, aujourd'hui, qui est aussi partie prenante du problème, le système de reconnaissance a reconnu en 2010 74 cas de maladies professionnelles psychiques liées au travail. Et en 2011, 94 cas. Donc le système, aujourd'hui, il est simple, on pousse les gens à travailler, on s'appuie, l'entreprise se nourrit de ce surengagement,
Les gens tombent en dépression, hein, puisque à peu près 67% des cas de burn-out sont des dépressions d'épuisement. Et quand ils sont en dépression d'épuisement, ils sont pris en charge non pas par la branche AT-MP, Accès au travail, maladie professionnelle, donc financée par les seules entreprises, mais ils sont pris en charge par le régime général que vous financez gracieusement, vous et moi. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une contribution massive de 2 à 3 milliards chaque année du système du régime général d'assurance maladie vers la branche AT-MP. Alors, je veux bien qu'on nous dise que on peut... Moi, je fais de la prévention depuis 7 ans, 8 ans, de manière très intensive sur les... J'ai participé à toutes les commissions, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et Marie-France aussi. On en a fait la prévention. Aujourd'hui, le constat, il est quoi? On est loin du compte. Au contraire, on voit bien que le burn-out progresse. Donc on voit bien qu'on est dans une limite. Il faut changer la régulation en interne. Changer la régulation en interne, ça veut dire que on ne, je dirais, privatise pas les profits et on ne mutualise pas les pertes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on mutualise tout simplement les pertes. Les déchets humains rejetés par le système sont assumés par la collectivité et en fin de compte, roule ma poule. Voilà. Roule ma poule. On va revenir sur certains points et dégager peut-être des prospectives, mais Alexandre Josse a droit à peut-être une petite réponse quand même, à une attaque aussi frontale avant qu'on donne la parole au public également. En fait, ça va vous paraître surprenant comme réponse, mais je ne suis pas certain d'avoir compris en quoi consistait l'attaque. Moi, il me semble que les différentes facettes pour examiner le bien-être au travail, on a besoin de comprendre l'ensemble de ces facettes. Moi, ce qui me semble important, c'est de se dire qu'on tend à avoir une vision parcellaire de ce que c'est que le bien-être au travail. Si on se dit que la joie est une augmentation de sa puissance d'être, comme dit Spinoza, que pour les neuroscientifiques, c'est un bon fonctionnement de l'individu, alors le fait d'arriver à générer un plus grand épanouissement, c'est-à-dire une plus grande joie sur le monde du travail, est le signe d'un meilleur fonctionnement de l'individu. Maintenant, pour aller dans le sens du débat autour de la table, ça serait dangereux de considérer que le bien-être au travail n'est alimenté que par des mesures que les gens qualifient en général de bisounours, donc shiatsu, etc. Le bien-être au travail, aujourd'hui, on commence à suffisamment bien le comprendre d'une part, et d'autre part à suffisamment bien observer les entreprises actives sur le sujet pour voir émerger des solutions. Et ces solutions, elles traversent de manière extrêmement large le champ des possibles. Ça va de choses qui vont être comme, pour aller dans le sens bisounours, de la musique au travail. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit, j'aime bien prendre cet exemple, qu'une certaine sonate de Mozart, celle la K448 en ré mineur, favorise un apaisement de l'individu, mais en même temps un meilleur état de concentration. Donc il y a peut-être des choses à faire qui concilient bien-être et performance, et en même temps des choses qui sont extrêmement concrètes, et je pense que vous serez plus sensibles à celle-ci autour de la table, où en allant voir dans cet exemple aussi, je l'aime bien, c'est la biologie darwinienne, où on s'aperçoit que d'après nos gènes, on aurait été sélectionné il y a 50 000 ans, de telle sorte à nous sentir bien dans des groupes humains de 150 personnes. Et il y a des entreprises qui se disent, et si on essayait de mettre en œuvre cette idée-là, et si on réorganisait le travail autour d'unités de cette taille-là? Il y a l'entreprise Gore aux États-Unis qui a fait ça, et qui s'est dit, on va voir à quoi ressemblerait notre organigramme si c'était des groupes de 150 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Les individus se connaissent par leur prénom, connaissent leurs fonctions, il y a une forme d'autonomie, voire d'autogestion qui se met en place, on est plus proche de l'objet final de son travail, il y a des relations humaines qui sont plus épanouissantes, et in fine, on a joué sur un facteur que les gens qualifient de dur par rapport au bien-être au travail. Donc le bien-être au travail, c'est bisounours, mais c'est Mozart, la journée du sourire, mais c'est aussi une organisation du travail différente. Et c'est en appréhendant toutes ces facettes-là qu'on a une capacité à transformer en profondeur l'organisation. On reviendra peut-être sur certains points, mais comme j'ai promis la parole à la salle et qu'il est 35 déjà, une main se lève évidemment tout au fond. Il va falloir faire le tour pour vous apporter un micro, le temps qu'il arrive à vous, monsieur. Oh, vous êtes gentil de vous lever aussi, merci. Bonsoir. Je suis syndicaliste dans un établissement culturel proche d'ici géographiquement, et je me suis engagé sur cette question de la souffrance au travail. Donc ça me tient à cœur, et je voudrais vous demander ce que vous pensez, enfin, ce que vous auriez à dire à des gens sur place, sans faire appel à vous, donc
sans faire appel, par exemple, monsieur, au cabinet aux experts CHSCT, c'est-à-dire à des ressources extérieures, mais sur place, comment les travailleurs eux-mêmes peuvent se saisir de cette question individuellement, collectivement, et aussi les personnes qui ont du pouvoir syndical. Alors, qui va... Allez-y. Je ne veux pas faire d'ostracisme vis-à-vis des cabinets de prévention dont je suis, mais comment dire, c'est une bonne question. Vous voyez, il y a 10 jours, je discutais avec un directeur, enfin un cadre financier d'une grande banque qui avait mené une activité intense au cours des 3 dernières années. L'année dernière, par exemple, il a dû faire 83 voyages à l'international. Et en fait, ce garçon-là a été victime doublement, puisqu'il a eu à la fois un syndrome d'épuisement professionnel et puis il a eu un problème au niveau pulmonaire assez grave, il a failli mourir. Bon. Et donc, la question, c'est, première chose, bien réfléchir, parce que notre santé, c'est ce qui nous permet, c'est le prisme qui nous permet d'apprécier tout le reste. C'est ce qui nous permet, je dirais, d'apprécier la vie, d'apprécier nos enfants, nos amis, d'être avec les autres, c'est fondamental. Et lui, il est couché, il ne voit plus ses enfants, il est dans une situation de soins depuis maintenant plusieurs mois, et effectivement, il a perdu quelque chose, il a eu la chance, il n'a pas perdu la vie. Donc là, la première chose à dire, c'est de réétablir les vraies valeurs. La vraie valeur, c'est, je dirais, notre santé. Enfin, c'est une de nos valeurs principales. Et donc, ça nous amène à mettre le travail à distance. Ça nous amène, après, avec cette prise de conscience, à essayer de mettre le travail à distance. Alors, c'est clair que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on est salarié, et je suis, moi, pour ne pas laisser le salarié seul par rapport à ce problème. Parce que si vous êtes seul à mettre le travail à distance et que tous les copains y tapent dans la butte, à un moment donné, vous êtes disqualifié. Donc, on est bien d'accord. Après, vous avez la possibilité, sans pour autant faire recours à des experts extérieurs, quoi, quelquefois ça soit nécessaire. Moi, j'ai travaillé sur de grandes entreprises et c'était absolument nécessaire à un moment donné de pouvoir faire intervenir des gens extérieurs, un tiers préventeur quelque part, parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir sinon. Mais dans ce cas-là, vous pouvez très bien saisir le médecin du travail, saisir, si la situation est vraiment critique, l'inspection du travail. Vous pouvez très bien, quelque part aussi, alors je ne connais pas vos relations avec le DRH, mais aujourd'hui c'est vrai que les DRH ont perdu beaucoup de leur superbe, ont perdu beaucoup de leur pouvoir, ils sont même aujourd'hui déserteurs des COMEX, on les a poussés un peu dehors. Bon, après, vous avez donc des instances de régulation que vous pouvez peut-être solliciter. Ceci étant dit, vous avez aussi... vous pouvez demander à bénéficier du droit d'expression des salariés, à vous réunir, à discuter entre vous. Moi, je crois à la réponse collective. Je crois au dialogue. Je crois au fait de pouvoir parler ensemble, pour pouvoir éventuellement aller voir les syndicats si nécessaire ou les délégués du personnel. Je crois à ces choses-là. Voilà. Marie-France Irigoyen. Oui, alors moi, je le verrais plutôt au niveau individuel, pour contrer ce que tu viens de dire. Moi, je verrais plutôt au niveau individuel. Ce que je trouve, c'est que c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre sur la solitude. C'est que je trouve que souvent les personnes sont seules face aux petites difficultés, aux petits problèmes de la vie au travail. Et ce que je crois, c'est que si on peut s'adresser plus facilement aux délégués syndicaux, aux collègues, pour parler des petits problèmes, et que tout ça, c'est qu'il y ait du dialogue qui se mette en place. Alors c'est là où peut-être je rejoins Alexandre sur le bonheur au travail. Je crois que le bonheur, il est aussi dans les petites choses. Le fait, parce qu'effectivement, à cause des process dont on parlait tout à l'heure, et des nouvelles technologies, finalement on se parle assez peu. Et qu'il y a plein de choses qui deviennent des vrais problèmes. Moi je le vois depuis que je suis expert auprès de la Cour d'appel sur des histoires, entre autres, de harcèlement. Ce que je vois, c'est que souvent ce sont des choses qui étaient relativement anecdotiques au départ, qui ont dégénéré et qui sont devenues des drames humains.
Et que si on s'était parlé, si on s'était simplement, il y avait eu de l'échange beaucoup plus tôt, eh bien je crois qu'on n'aurait pas fait d'autant de problèmes. Et quand on commence à aller mal, à souffrir et à être en burn-out, avant même d'aller voir le médecin du travail, si on en parle, si on est soutenu par les collègues, je trouve que ça fait du bien. Alors effectivement, après, on peut aller voir le médecin du travail et le DRH et tout ça, mais avant... Très rapidement, vous avez la possibilité aussi, en fait ce qui est amusant avec ce sujet du bien-être au travail, c'est qu'il est très subversif. Donc vous avez aussi la possibilité de vous auto-administrer à vous-même et à vos collaborateurs un diagnostic, un questionnaire sur le bien-être au travail qui vous permettra ensuite de voir, je crois aussi au dialogue avec vos collaborateurs, de faire émerger des endroits où le bas blesse et éventuellement mettre en place des solutions. Évidemment, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans ce genre de choses. Je tiens à dire qu'au sein de la Fabrique Spinoza, de manière gratuite, nous avons mis en place une démarche autoportée, qui permet à des collaborateurs de faire émerger, en discutant, en échangeant entre eux, sur la base de dialogue, des solutions pour améliorer leur bien-être au travail lorsqu'il n'y a pas d'écoute de l'organisation par elle-même. Soyez subversifs. Ouais. Ça renvoie aussi à un propos plus général énoncé par Daniel Linhart, renverser et prendre comme point de départ l'intelligence collective des salariés. Ça renvoie à ce que dit Yves Clos, pour que les salariés puissent se reconnaître dans leur travail. Et c'est aussi, finalement, c'est votre réponse à cette question-là peut-être aussi. Moi, je pense que ce dont souffrent aussi beaucoup les gens, alors moi je suis complètement d'accord sur le diagnostic de solitude, de sentiment d'abandon qu'on trouve vraiment dans l'entreprise, mais plus encore, je trouve qu'il y a un problème particulier en France, c'est l'impossibilité d'exprimer une plainte dans le monde du travail actuel. Parce que le discours récurrent qu'on entend sans arrêt porté par les médias, mais aussi l'opinion publique, c'est qu'en France, on n'a pas de raison de se plaindre. Qu'en France, on n'a pas de raison de se plaindre. Je vais vous donner juste une petite anecdote très courte. J'étais à un colloque organisé par des cadres de santé de la France entière sur les risques psychosociaux. Et un grand patron du CHU local, un des plus grands de France, devait introduire la journée. Donc il a fait un topo qu'on lui avait visiblement préparé sur les risques psychosociaux, etc. Au bout d'un certain temps, il en a eu marre, et puis il a regardé la salle et il a dit, écoutez, de toute façon, s'il y en a un parmi vous qui a le sentiment d'être victime ou proche de subir un risque psychosocial, qu'il vienne me voir, je l'emmènerai en Inde et en Chine et il comprendra ce qu'est un risque psychosocial. Donc il y a vraiment ce déni de ce que les gens peuvent vivre dans un monde du travail qui s'est intensifié, qui exige de plus en plus des salariés, qui les met en concurrence, qui les oblige à renoncer à leurs règles de métier, à leurs valeurs citoyennes, etc. Il y a un déni total, et ça c'est une problématique qui, à mon avis, est à travailler par les organisations syndicales, c'est de rendre à nouveau légitime un discours critique sur les conditions de travail. Et en même temps, pour mettre de l'huile sur le feu, je pense que c'est important de se dire que nous tous, avec nos casquettes multiples, mais aussi de collaborateurs, on porte une responsabilité quant à notre bien-être au travail. Alors c'est un discours qui est anglo-saxon, qui en général est mal perçu en France, mais c'est important de se dire qu'on a la capacité de générer autour de soi et pour soi-même une certaine qualité d'expérience au travail. Et pour vous donner un exemple assez flagrant, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre-Éric Sutter, que vous connaissez peut-être, du laboratoire Mars Lab, et lui il a fait une étude où il démontre que si on demande aux gens, on leur pose des questions sur ce qui est pour eux la valeur travail, et on leur demande des mots positifs ou négatifs, ils mettent pour moi le travail c'est l'enfer, pour moi le travail c'est un lieu de réalisation, etc. Et à la fin on examine si les gens ont apprécié le travail comme quelque chose de fondamentalement positif ou négatif, et on fait la corrélation entre ça et leur expérience au travail. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ça semble, la manière dont on observe l'objet travail, d'après lui, est le premier déterminant de l'expérience au travail. En d'autres termes, il résume ça en disant joliment, les représentations surdéterminent le vécu. Et donc, si j'arrive sur mon lieu de travail avec une certaine vision du travail, eh bien, je favoriserai la réalisation de cette expérience. Ça, c'est de la mécanique quantique, là. Ouais. Simplement pour dire une chose, l'ANACT a fait des questions pour l'instant, mais l'ANACT a fait des études qui ont démontré que 80% à peu près, un peu moins, 78 exactement, des salariés étaient heureux à leur travail. Donc attendez, on parle
parle plutôt des 20% qui sont aujourd'hui dans une situation d'étirement par rapport à leur travail, par rapport aux mutations. La grande majorité des gens restent heureux au travail. Vous vous méfiez pas des déclaratifs comme ça sur Non, 70% de gens heureux au travail? Globalement, dans les petits, il y a des coups de Vous gueule. tombez dans le monde des bisounours, j'ai peur. 60% des Français, entre 50 et 60% des Français chaque année répondent à un sondage qui n'exclut pas de se retrouver un jour SDF. Ça veut Ah dire oui, qu'ils- mais ça c'est autre chose. Oui, Non, ça, c'est non, le- non, ça veut dire qu'ils ont le sentiment de ne rien maîtriser. Absolument. Alors, Mais, on ne peut pas attends. être heureux. On peut pas être heureux quand on a le sentiment de ne rien maîtriser. Et Oui. les femmes sont plus heureuses au travail que les hommes. Déclarativement. Ouais. Déclarativement. D'accord. En tout cas, Pas salarialement, pas... globalement, simplement une on chose. va prendre une autre question parce que... Oui. Sur ce qui a été dit tout à l'heure, je pense Oui, qu'il est très important de rapidement. comprendre, c'est qu'en France, il y a un vrai problème au niveau du management, c'est qu'on considère le salarié selon sa position sacrificielle par rapport à l'entreprise. Quels sont les sacrifices que peut développer le salarié? Plus il se sacrifie, plus il est apprécié. Donc longueur, investissement total, etc. Ce qui va ruiner, ce qui peut ruiner, en fait, je dirais, son équilibre. Ça, c'est une constante qu'on retrouve dans les grands groupes, en particulier, je dirais, qui recherchent la performance trop poussée, en fait. Madame. Oui, je voudrais poser une question quant à la formation des cadres en France. Parce qu'on dit que dans les pays anglo-saxons, les jeunes, enfin à l'université ou dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs, on apprend à travailler en équipe. Alors je voudrais savoir quelle est l'évolution actuelle en France. Et parce que quand même, enfin je vois que M. Delgen a fait HEC, je vois que M. Jost a fait Centrale, et on dit que nos grandes écoles favorisent un état d'esprit qui est trop hiérarchique. Et les jeunes actuels, enfin on voit par exemple un certain nombre de jeunes Français qui partent à l'étranger, entre autres moi j'ai mon fils qui est parti donc au Québec, et il dit qu'il trouve qu'il y a une façon de travailler en équipe, avec beaucoup moins de hiérarchie. Et est-ce qu'en France, il ne faudrait pas que nos supérieurs se remuent un peu et aillent faire des stages dans ces pays-là pour qu'ils respectent un peu plus leurs employés? Alors, réponse très concise. J'ai peut-être été un peu virulent. Non, mais... Non, c'est correct, c'est vrai ce que vous dites là, Je sais pas au Québec. En fait, j'ai eu la chance de participer à un groupe de réflexion qui a remis un rapport à François Hollande sur l'économie positive. Alors, pour développer mon point en 7 parenthèses... Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. À lundi prochain. On a effectivement fait le constat qu'au centre du système éducatif français, il y a cette capacité à nous faire perdre confiance et à mettre en place une vision hiérarchique de la société. Il y a un sociologue qui s'appelle Hofstede qui a démontré qu'on avait le plus haut indice hiérarchique, de distance hiérarchique des pays de l'OCDE. Donc ça détermine une certaine approche des relations sociales, y compris dans le travail, ainsi qu'une perte de confiance en soi qu'on peut également avoir dans le monde du travail. Et réponse à cela, changer les modes éducatifs, mettre en place des enseignements qui sont plus pédagogiques, coopératifs, et enseigner l'altruisme, ou voir si la valeur de l'altruisme peut trouver sa place dans un système éducatif. Non, mais ma question, je voudrais Je savoir... résume, il y a du boulot. Non, madame, on va prendre une autre question. Oui, bon. Pour Oui, ça résumer, existe, parce le que leadership. Oui, ces formations existent, elles sont en train de trouver leur place dans le système éducatif Voilà, c'est ça que je classique, voulais savoir. progressivement, doucement. Doucement. Madame, Bonsoir. bonsoir. Je travaille dans une grande entreprise. Alors moi, je me reconnais. Oui, oui. Je me reconnais. Mais on nous fait sentir qu'on est vieux. Alors ça, c'est gênant. Parce que quand vous êtes seul, vous rentrez chez vous, moi j'étais gaie, je rentrais, j'allais travailler, je chantais. Maintenant, je pleure plus, parce que j'ai pleuré. Mais j'avais des idées, j'en ai plus parce qu'on me les a prises. C'est vrai que je suis atypique, reconnue atypique, mais j'avais quelques idées. Maintenant, on m'a mis au placard. Qu'est-ce que je suis bien? Oui, parce que, oui, on m'a fait comprendre que j'étais vieille, on m'a fait comprendre parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a de la communication dans certaines entreprises, c'est pas vrai.
Parce que tout le monde a peur pour sa place. Donc, moi je suis une petite employée comme tout le monde, il en faut. Hein. Eh bien, quand on parle à son cadre, il ne vous connaît pas. Il vous le dit, ça a le mérite d'être franc. Alors donc, ça n'engage pas le dialogue. Et je suis dans un endroit où il y a beaucoup de dialogue. Donc, eh bien, je me suis renfermée dans mon placard. Et j'ai fait ce qu'on m'a conseillé. Quelqu'un à l'extérieur. J'ai beaucoup donné. Je travaille depuis très très longtemps. J'ai baissé les bras. Je suis tombée malade. Mais ça n'existait pas à l'époque. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a fait découvrir les choses. Et maintenant que je travaille moins et que je ne vais plus travailler, tant mieux, eh bien, je pense effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, que je vais revivre. Mais il faut me remettre sur des sentiers, non pas de la gloire, sur des sentiers. Et je leur remercie. Voilà. Merci pour ce témoignage, madame. Mais j'espère qu'on est tous atypiques, hein. Sinon on est foutus. Oui, oui. Il y a une réalité quand même qui est que, passé un certain âge, on met les personnes, pas forcément dans des placards, mais on les fait glisser progressivement jusqu'à ce qu'ils partent d'eux-mêmes. Effectivement, ça c'est une réalité que l'on voit de plus en plus et on est vieux de plus en plus tôt. On est vieux de plus en plus jeune. Quand on est jeune, on n'est pas assez formé et quand on est un peu vieux, ben, on veut plus. On l'est trop déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire rajeunir. Faut qu'on nous pique, c'est madame. Une solution comme une autre. Madame Linhart, alors. On vous demande une réponse. Faut-il nous piquer? Je pense que ça fait partie aussi de ce que on est en droit de critiquer et contre quoi on a le droit de se révolter. La façon dont les seniors sont traités dans les entreprises est tout à fait condamnable. En France, on a un des taux d'activité les plus bas des seniors parce qu'on les met dehors, on les pousse à partir, on les dévalorise, on crée des conditions qui les humilient. Et c'est vrai que en raison de l'atomisation qui a frappé les salariés dans l'entreprise, les gens sont abandonnés, puis il y a une sorte de guerre qui a été plus ou moins entretenue entre les générations. C'est vrai que les jeunes, on a tendance à leur faire croire que le monde de l'entreprise est pour eux, sur un mode ludique, sur un mode un peu de contrat narcissique, on appelle les jeunes, etc. Et sur l'idée, faites-vous votre place, mais contribuer à éloigner ceux qui n'ont pas leur place dans l'entreprise. Il y a quelque chose de malsain, c'est vrai, de cet ordre-là. Ça renvoie aussi à la question de l'amnésie dont vous parlez tout à l'heure. Cette amnésie-là, ça veut dire qu'on nie l'expérience, les compétences, ce que les gens ont appris peuvent transmettre à ceux qui vont arriver derrière dans l'entreprise. Non seulement on la nie, vous avez parfaitement raison, on la nie complètement, mais pire, on la trouve dangereuse. Dangereuse. La transmission est considérée quelque chose de dangereux parce que c'est possiblement, potentiellement, des formes de résistance qui vont être transmises à la modernisation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné dans les esprits managériaux aussi. Cette idée qu'il n'y a rien à attendre de bon de la vieille génération, qu'il faut miser au contraire sur les jeunes. Et l'amnésie, peut-être, je ne sais pas s'il y a une main qui s'est levée, non, j'en profite, Jean-Claude Delgène. L'amnésie, c'est aussi un des revers de cette question en France qui fait que la prévention, c'est pas vraiment notre fort non plus, parce qu'on a parlé des risques, etc. Sauf que quand même, on peut voir venir, et on pourrait mettre en place quand même, dans le monde du travail aujourd'hui, des observatoires, enfin on appelle ça comme on veut, mais en tout cas faire de la prévention. La France, en fait, le constat qu'on peut faire, c'est pour ça que, je parlais de ça tout à l'heure, n'a pas de véritable culture de prévention qu'on voit dans les autres pays. Par exemple, il a fallu attendre l'an 2000 pour qu'on se préoccupe vraiment en France des suicides, alors que par exemple en Angleterre, en 1950, a été mis en place des outils pour prévenir le suicide, ce qui fait que nous avons à peu près 16 suicides pour 100 000 habitants en France, alors qu'en fait on en a un peu moins de 10 pour 100 000 en Angleterre. Vous voyez, donc on a une situation où on n'a pas de culture de prévention. On l'a vu par exemple sur le cancer, on le voit plus globalement aujourd'hui dans les entreprises, où il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de, je dirais, beaucoup de rapports. On est les champions du rapport. Après, dans les faits, dans les actions, concrètement, pour que les choses changent, on n'y arrive pas. C'est pour ça que, encore une fois, si on veut vraiment changer, je prends souvent l'analogie de la qualité. Après-guerre,
les industriels ont découvert la qualité. C'est-à-dire qu'ils ont découvert le processus qualitatif qui était, à l'époque, en fait, cantonné à la périphérie de la production. C'est-à-dire qu'on vérifiait globalement que les produits ou les services qui sortaient étaient à peu près conformes à l'attente des consommateurs. Et puis, en fait, inspiré d'ailleurs par les Japonais, la qualité a été intégrée au processus de production. Sauf que, en fait, on a oublié les hommes. Et il faut réintégrer les êtres humains dans le processus de qualité, c'est-à-dire réinstaurer dans le processus de qualité le travail sain dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de là, on fera une véritable prévention. Mais pour faire cela, je terminerai là-dessus, il faut combattre la toute-puissance financière, les exigences démesurées sur le plan financier. On n'en a pas parlé, mais encore une fois, quand vous avez 1% de la population aux États-Unis qui possède près de 40% du patrimoine, comment voulez-vous que les choses changent si on ne s'attaque pas au système? Et d'ailleurs, les dérives, on les voit aujourd'hui au niveau européen. Avec les inégalités, on a 10 millions de pauvres dans ce pays. 10 millions. Je veux dire, il faut s'y arrêter. Comment voulez-vous que le Front National ne fasse pas ses scores quand on ne parle pas des vrais problèmes? Donc, pour moi, la question centrale, c'est comment, au sein du processus de production, on permet de faire supporter les vrais coûts à ceux qui les génèrent. Et tant qu'on n'aura pas une tarification, je dirais, des maladies psychiques liées au travail supportées par les entreprises, eh bien, les vrais managers, le top management, c'est-à-dire ceux qui ont un tableau de bord et qui dirigent l'entreprise. Il faut que dans ce tableau de bord, il y ait un petit clignotant, risques psychosociaux, syndrome d'épuisement professionnel, pour que les gens considèrent qu'il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, ça ne coûte rien, et bien on y va. Pour ça, il faut toucher au portefeuille. Il faut contraindre. Si vous faites de la prévention en amont, il faut avoir une contrainte en aval, sinon c'est simplement de l'incantation. Ou alors c'est, comme disait monsieur, je dirais des remèdes de bisounours, mais au final ça ne change rien. Dernière incantation. Et pour avoir une vision très systémique des choses, la première proposition du rapport pour l'économie positive remise au président de la République était de changer la définition de l'entreprise jusque dans le code civil, en intégrant, en rajoutant une phrase qui était de l'ordre de qui concourt à l'intérêt général, en voyant quelles pouvaient être par succession, par cascade successive, quelles pouvaient être les conséquences dans l'ensemble du droit quant à la nécessité pour l'entreprise finalement d'être autre chose. On finit là-dessus car il est l'heure et on remercie les 4 intervenants ce soir et le public présent. Merci à vous.